On va tout de suite se poser la question de la définition et de savoir, quand on prononce le mot agriculture urbaine, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Oui, effectivement, quand on parle d'agriculture urbaine, la première chose à dire, c'est qu'il y a des agricultures urbaines et pas une seule. Alors, pourquoi des agricultures urbaines? En fait, aujourd'hui, il y a pratiquement un consensus à l'échelle internationale pour savoir ce que c'est que l'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on considère qu'en fait, ce sont des agricultures qui sont localisées dans la ville ou à proximité de la ville, mais qui sont surtout en lien fonctionnel étroit avec la ville, c'est-à-dire à travers les produits, alimentaires bien sûr, voire autres, mais à travers aussi des services que l'agriculture peut rendre à la ville. Ce qui est important, c'est de se rendre compte que ces agricultures urbaines, dans leur diversité au nord comme au sud, elles sont multifonctionnelles, elles remplissent plusieurs fonctions, et généralement plusieurs fonctions à la fois, en particulier des fonctions alimentaires. Je dirais c'est les premières auxquelles on pense, évidemment. Évidemment. Surtout dans le cadre de cette conférence, bien sûr. Mais elles ne sont pas les seules. En particulier, on trouve souvent des fonctions économiques, simplement, d'emploi, des fonctions de type environnemental, de manière globale, des fonctions éducatives, pédagogiques, des fonctions paysagères. Par exemple, le parc agricole de Milan, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, ça a plein de fonctions, mais en particulier des fonctions paysagères et patrimoniales tout à fait intéressantes. Donc voilà, c'est des agricultures qui ont plusieurs fonctions et qui ont la particularité d'être dans ou à côté de la ville. Donc effectivement, plusieurs fonctions, et évidemment, on s'en doute tous, la fonction alimentaire est première. Alors elle est première en particulier dans les pays du Sud. Elle est croissante dans les pays du Nord, mais elle est très très importante dans les pays du Sud. Et c'est quelque chose peut-être qu'on peut illustrer, si vous le souhaitez. Il se trouve que j'ai, moi, travaillé pendant plusieurs années à Madagascar, je continue. C'est un exemple parmi d'autres de ces fonctions alimentaires dans les pays du Sud. Très bien, revenons à l'exemple et regardons ce qu'on fait pousser dans cette capitale malgache et comment c'est consommé. Voilà, alors ce que l'on a fait, nous, c'est de travailler en particulier sur l'agriculture dans la ville. Et on s'est rendu compte que tout ce qui était légumes frais, légumes verts en particulier, qui sont l'accompagnement principal du riz pour les Malgaches, c'était fabriqué dans la ville ou juste à côté. Plus de 90% du cresson, qui est un produit extrêmement prisé par les Malgaches, et de tout ce qu'on appelle les breads, qui correspondent à une variété assez importante de légumes verts, donc sont produits dans la ville ou à côté de la ville, mais vraiment très près. Vous avez quelques chiffres issus d'études internationales qui montrent qu'entre 60 et 100% des produits frais sont produits dans les pays du Sud, dans les villes ou autour des villes. Donc c'est vraiment considérable. Mais il y a aussi d'autres fonctions que jouent ces agricultures. Et Antananarivo, là aussi, est un bon exemple, notamment pour montrer des fonctions de type environnemental, et en particulier la lutte contre les inondations. Alors là, vous avez une photo qui date de mars 2015, et vous voyez l'état des rues au mois de mars, avec 1,50 m d'eau. Donc, des problèmes d'inondation qui sont malheureusement croissants, et probablement encore plus croissants avec le changement climatique. Et là, c'est vrai que l'agriculture urbaine, donc le fait de garder dans la ville ou autour de la ville des surfaces agricoles, du sol, ça permet quand même de jouer un rôle tampon tout à fait important. L'agriculture urbaine, comme ils le disent, c'est le moyen le moins cher et le plus efficace de lutter contre les inondations. L'agriculture urbaine a aussi d'autres fonctions, en particulier une qui est en croissance aussi aujourd'hui, qui est la valorisation des déchets organiques urbains, qui est une thématique très très importante dans les pays du Sud. Et voilà, donc ça, je ne voudrais pas faire une conférence entièrement sur les pays du Sud, évidemment, mais c'est important de voir que ces agricultures urbaines dans les pays du Sud ont des rôles multiples et sont vraiment très importantes, à la fois bien sûr pour nourrir les villes, mais aussi quelque part pour les protéger. Ces agricultures urbaines se caractérisent par une diversité de formes. Alors, je signifie quoi par ça? Par le fait qu'on peut en trouver bien sûr au champ, dans du sol agricole, notamment dans les zones périurbaines, et là on peut revenir sur les pays du Nord. Et vous avez ici 3 diapos, 2 qui sont prises en Île-de-France et une qui est prise à Madagascar. Donc vous voyez, on peut avoir des champs un peu partout. Donc ça c'est le champ. Alors après on a interstices urbains. Interstices urbains, c'est finalement toutes les surfaces qui ont des usages peu régulés pour le moment et qui parfois sont utilisées en agriculture, l'agriculture comprenant aussi l'élevage. Donc là, je vous ai mis une photo de ce qu'on appelle maintenant l'éco-pastoralisme urbain, donc des moutons en fait qui sont utilisés à la fois comme tondeuses à gazon, plutôt écolo, et puis aussi
pour avoir des rôles pédagogiques importants, hein, pour que les jeunes urbains reprennent un peu contact avec le monde de l'élevage. Puis il y a d'autres espaces, hein, urbains, en particulier le bâti. Alors, oui. Sur le bâti urbain, ça c'est vraiment des choses qui sont en train de croître. Hein. Et là, je vous ai mis exprès 2 photos, une qui est celle du haut à Montréal. Donc c'est une ferme hydroponique, la Loufa Farm, qui est très connue sur un bâti de Montréal. Et en dessous, c'est à Dakar. Et à Dakar, en fait, on a eu, alors j'ai mis cette photo exprès, c'est en fait la colonisation de toits à Dakar par des formes de culture hors sol. Mais alors là, on n'est plus dans l'hydroponie, on est dans des petites buttes. Hein, les salades c'est surtout les salades sont dans des petites buttes. Et ce projet-là, c'est le projet d'une coopération entre Milan et Dakar. Hein. Et c'est un projet assez joli qui est parti en fait du souhait d'aider des femmes à avoir procurer à leurs enfants une meilleure nutrition à travers des salades, etc. Et ça a pris peu à peu, en l'espace de moins de 10 ans, une dimension économique. Et aujourd'hui, il y a 9 groupements d'intérêt économique de femmes qui produisent ces légumes et qui les vendent au marché grâce à cette coopération. Alors, on va parler de circuits courts, hein, je crois, maintenant. Donc on va passer, si vous voulez, là on a un peu décrit le paysage de l'agriculture urbaine, ses modes de production et ses pourquoi, et on peut maintenant peut-être évoquer comment la production est distribuée et de voir en quelque sorte que ça se fait de façon un petit peu singulière, un petit peu particulière. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces circuits courts, ils ont été vraiment définis par le ministère de l'Agriculture que très récemment. Ça date de 2009. Donc ça fait 6 ans qu'on sait officiellement pour l'agriculture ce qu'est un circuit court. Et le ministère l'a défini à la fois comme étant soit de la vente directe, bon ça on voit bien, hein, directement du producteur au consommateur, soit de la vente par l'intermédiaire d'une seule personne ou d'une seule association. Donc c'est vraiment la limitation du nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Alors on a un très joli exemple en Île-de-France que j'aime bien citer, qui est l'exemple du potager du roi à Versailles. Alors comme son nom ne l'indique pas, le potager du roi c'est un verger, hein, et ce potager du roi a récemment, il y a quelques années, créé une boutique où il vend aux gens locaux des produits, mais aussi où il vend par internet des confitures issues du potager à prix d'or, hein, c'est vrai, au Japon. Alors, ce qui a été intéressant, c'est que suite à cette définition du ministère de l'Agriculture, il a été possible en 2010 et pour la première fois lors du recensement général de l'agriculture, de pouvoir interroger les agriculteurs sur est-ce que vous faites pas des circuits courts, combien vous en faites, lesquels, etc. C'est pas aller très loin, enfin pas aussi loin que ce que nous chercheurs nous aimerions disposer aujourd'hui, mais n'empêche qu'on a eu quand même un certain nombre d'informations, et en particulier une première surprise, c'est le nombre d'exploitations touchées au moins en partie par les circuits courts. Et en France, c'est presque une exploitation sur 5. D'accord. Donc on va voir les différents types, hein, de circuits courts. Oui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de beaucoup se différencier. Alors je dis en train parce que je dirais que ça fait 10-12 ans qu'avec des collègues de l'INRA, notamment des collègues de Montpellier, on travaille de manière un peu différente, sur le plan économique, sur le plan technique, etc., sur les circuits courts. Et on a vraiment assisté à une explosion de formes. Hein. C'est-à-dire qu'on a toujours des marchés, hein, les marchés traditionnels, qui sont aussi très vivaces, par exemple en Italie, hein, et qui commencent à arriver aux États-Unis. Les États-Unis commencent à se lancer dans des marchés de producteurs, alors que ce n'était pas une tradition. On a aussi bien sûr les boutiques à la ferme, on a les cueillettes, on a des choses traditionnelles, puis on a des choses plus récentes. Et notamment tout ce qui est vente de paniers. Alors, on connaît tous les AMAP, hein, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres formes de vente de paniers, notamment en entreprise. On a des distributeurs de légumes, hein, vous mettez votre carte de crédit et vous retrouvez des légumes, c'est assez amusant. Et puis même maintenant des drives, ce sont des drives où on peut acheter aussi des légumes ou des fruits. Hein, donc c'est vraiment une diversification. Et ça, est-ce que ça dépasse quand même la région parisienne? Oh oui, largement. Oui, le drive dont je vous parle là, il est à Bordeaux. Ah bon? Le premier est né à Bordeaux, oui, tout à fait. La région parisienne n'a pas l'apanage de circuits courts innovants. Non, au contraire, même. Enfin, la première AMAP est née en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Aubagne. D'accord. Hein. La plupart des exploitations en circuit court, en fait, ont une combinaison de circuits courts. Elles vendent différents produits dans différents circuits courts. On avait fait une étude à Versailles, sur la plaine de Versailles, où on s'était rendu compte que la plupart des exploitations, près de la moitié des exploitations qui restent sont en circuit court, et la plupart ont entre 3 et 8 circuits courts différents.
Vous voyez que ça fait une diversité aussi de formes dans les exploitations qui est tout à fait considérable. Et ça va en lien aussi avec une diversité des productions. Alors ça concerne surtout le maraîchage et l'arboriculture, mais vous voyez qu'on avait fait une enquête en Île-de-France et en Languedoc-Roussillon à la même époque, en 2011, et on s'était rendu compte que les maraîchers pouvaient avoir entre 50 et 130 cultures différentes sur moins de 10 hectares. Oui, ça paraît incroyable. C'est ce que nous, on a du coup appelé une biodiversité cultivée assez phénoménale. Alors, on va parler d'économie maintenant. Bon, alors déjà, c'est difficile à gérer. Il faut être conscient qu'il faut être grosse difficulté technique à gérer tout ça. Alors, est-ce que c'est rentable ? C'est vrai que c'est la première chose qu'on a à l'esprit, c'est que si les gens se mettent en circuit court, c'est parce que en raccourcissant la chaîne des intermédiaires, ils vont avoir de la plus-value. Sauf que c'est pas si net que ça. C'est-à-dire que d'une part, on manque quand même, il faut bien le dire, d'études économiques qui permettent de vraiment avoir des réponses définitives sur cette question. Mais surtout, c'est que quand on regarde la survie des exploitations en circuit court, on pourrait se dire, c'est sûr, elles vont être plus pérennes que les autres. Pas forcément. Et là, par exemple, en Île-de-France, dans une enquête qu'on avait menée avec Agreste, montrait que un peu plus d'un tiers des exploitations en circuit court en 2000 avaient disparu en 2010. Et une des fragilités, en fait, c'est moins, je dirais, directement la question de l'argent qu'on peut se faire que la question de la rémunération du travail. Parce que c'est un travail très souvent énorme, où il faut être à la fois, vous imaginez, mettons que 50 espèces. Oui. Déjà gérer ces 50 espèces et cultiver, faire la vente, faire plusieurs ventes lorsqu'on a plusieurs circuits courts, ça fait des horaires de travail qui sont colossaux, ça fait qu'il est difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, et que très concrètement, lorsqu'il y a le changement des générations, notamment chez les maraîchers, très souvent les jeunes n'ont pas envie de reprendre derrière leurs parents qu'ils ont vu travailler comme des fous. Oui, s'user au travail. Voilà, donc même si ça paye bien, c'est pas du tout. C'est pas évident. Voilà, c'est pas du tout évident. Et donc la viabilité économique, c'est pas uniquement une question d'euros, c'est une question d'euros rapportée aussi à la charge de travail. Un autre problème, je pense, qui est important dans les circuits courts, c'est qu'on pense, souvent les consommateurs pensent que ça va leur revenir moins cher. C'est pour partie vrai, mais pas toujours. Mais pas toujours, et en particulier, on se rend compte qu'il y a de fait une inégalité des consommateurs devant l'accès au circuit court, qui est pour partie économique, pas seulement, c'est aussi pour partie sociale, ouais. Voilà, c'est des affaires comme ça. Mais dans les faits, ces circuits courts, même lorsqu'ils sont très développés, qu'ils sont en train d'exploser, etc., ils n'assurent qu'un petit pourcentage de l'alimentation des villes. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on nourrisse des villes européennes essentiellement à travers des circuits courts, c'est pas vrai. Alors, je propose qu'on s'intéresse maintenant un peu à la ville. L'intra-urbain. L'intra-urbain. Alors voilà, on a parlé, vous l'avez entendu, de périurbain. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les villes et voir qu'est-ce qu'on produit, comment on produit. Je propose qu'on mette un peu l'accent sur deux formes très très différentes de production en ville. Une première qui sont les jardins associatifs, dont on a fait un petit peu référence tout à l'heure, parce que c'est vraiment un phénomène qui explose au niveau des pays industrialisés, au niveau mondial. Et puis on parlera peut-être après plutôt des fermes verticales ou de choses beaucoup plus high-tech qui interrogent, mais d'une autre façon, sur ces villes. Alors ce qu'on a en fait, c'est ce qu'on appelle, nous maintenant, les jardins associatifs urbains pour pouvoir balayer un peu toute la gamme. Donc comme je disais, jardins partagés qui sont souvent petits, avec des parcelles collectives, enfin ça c'était le modèle initial. Les jardins familiaux qui sont souvent plus grands avec des parcelles plutôt individuelles, enfin familiales, et puis d'autres formes hybrides, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment maintenant, comme c'est un phénomène qui se développe dans toute l'Europe, on commence à avoir des programmes de recherche dessus, ce qui n'était pas du tout évident il y a quelques années. Et en particulier, on a fait une thèse, là, il y a qui s'est soutenue au mois de décembre, donc c'est relativement récent, en comparant Montréal, vous voyez en haut, et Paris. Et c'est Jeanne Pourrias, donc une doctorante, qui a fait ce travail. Et elle a travaillé sur leur fonction alimentaire. Précisément, est-ce qu'ils permettent de contribuer à nourrir les villes ? En tout cas, de nourrir les jardiniers qui sont dans ces villes. Et donc, elle a commencé par demander quelles sont les fonctions que ces jardiniers attribuent à leur jardin associatif. Et donc là, en fait, dans ce graphique que vous voyez,
Il y a l'ensemble des fonctions qu'ils ont signalées, qui vont de l'alimentaire au pédagogique, en passant par la santé, le loisir, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que pratiquement tous les jardiniers mettent en avant une fonction alimentaire importante, même lorsque ça n'est pas quantitativement important. C'est-à-dire même lorsque ça concerne des petites surfaces sur lesquelles on sait très bien qu'on ne va pas produire de quoi nourrir la famille, hein, mais on va produire certains produits qui seront d'intérêt. Évidemment, comme on est en période de crise économique et que cette crise économique touche particulièrement les pays du Sud, alors on se demande est-ce qu'il y a un rôle de ces jardins dans ce contexte de crise? Alors oui, dans le cadre il y a aujourd'hui un réseau européen qui réunit, je crois, 17 pays dans lesquels on réfléchit justement ensemble sur ces fonctions alimentaires de ces jardins associatifs. Et en particulier, là, je vous montre ici une slide provenant du Portugal. La ville de Lisbonne a mis en place vraiment un programme municipal tout à fait intéressant pour développer ces jardins associatifs à destination alimentaire pour les populations les plus vulnérables. Alors ça n'a pas été fait toujours partout, mais de fait, on constate une grande augmentation de ces jardins, voire une création. En Grèce, par exemple, ça n'existait pas avant la crise. Les jardins ouvriers, ils ne connaissaient pas. C'est plus une tradition, je dirais, de l'Europe occidentale, de l'Europe catholique ou protestante, mais pas de l'Europe orthodoxe. Évidemment, quand on parle d'agriculture en ville, vraiment intra-urbaine, on pourrait d'ailleurs aussi se poser la question sur le périurbain, la première chose qui vient à l'idée, c'est on est dans un milieu pollué, ça ne va pas aller, on va faire des produits qui ne vont pas être sains, etc. Et en fait, donc, on a mené une expérimentation depuis maintenant 3 ans sur le toit d'AgroParisTech. Donc c'est dans le 5e arrondissement. Et on a fait en fait pousser dans des bacs, vous voyez ici une photo du toit, des salades, des tomates cerises. Dans un premier temps, on a fait quelque chose de très simple pour pouvoir avoir simplement des données. Et en fait, on s'est rendu compte, on les a fait en utilisant des déchets urbains organiques. Et parmi ces déchets urbains organiques, un truc intéressant, qui est en fait une ferme qui produit des pleurotes, donc des champignons, sur du marc de café récupéré dans les cafés parisiens. Et cette ferme, elle a été d'abord une ferme expérimentale qui s'est construite en 2011. Et maintenant, ils ont fondé une société et il y a une dizaine de conteneurs, ce sont des conteneurs avec des sacs remplis de marc de café. Et ils se sont installés à Rungis pour être au plus près des distributeurs, des grossistes et pouvoir vendre leurs produits. Et ça marche, ils en vendent? Ça marche remarquablement bien. Et ce qui marche aussi bien, mais pour l'instant pas encore de manière commerciale, c'est que le résidu de culture, c'est-à-dire le marc de café avec le mycélium de pleurote, ça s'est avéré être un remarquable amendement organique que nous, on a utilisé sur notre toit pour produire ces salades et ces tomates. Alors, on parlait de pollution, donc on a mesuré très concrètement les teneurs en polluants dans ces produits, dans ces salades, dans ces tomates cerises. Et sans vous abreuver d'un tas de trucs, sur ce graphe, vous avez en abscisse, vous avez les différents traitements, donc les différentes combinaisons de produits organiques urbains qu'on a utilisés. Et puis, en ordonnée, vous avez la teneur en cadmium, en plomb, excusez-moi, dans les salades. Bon, j'aurais pu vous montrer tomates ou d'autres métaux lourds. Et vous voyez qu'on est très en dessous d'une ligne rouge qui est la ligne en fait d'une norme européenne. Donc on est en plein Paris, on travaille avec des déchets organiques urbains et on arrive à produire des choses, des légumes qui sont très peu pollués. Est-ce qu'on peut nourrir Paris avec tous ces jardins ou pas? Bon, là, effectivement, la réponse est non, mais il faut qu'on aille un petit peu plus loin que ça. On va aller plus loin. Nourrir Paris, ça veut dire simplement nous, avec nos données expérimentales, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on produit au total et qu'est-ce que ça représente par rapport à ce que les Parisiens consomment en légumes en particulier. Alors, sur Paris, il y a eu une étude de fait par le laboratoire d'urbanisme à Pur, le parisien, qui montre qu'il y a à peu près 80 hectares de toits potentiellement cultivables. Si on utilise nos résultats expérimentaux montrant qu'on peut produire de manière tout à fait importante sur ces dispositifs en bac que je vous ai montrés, on peut arriver jusqu'à de l'ordre de 80 tonnes hectares, c'est des choses qui ne sont pas du tout ridicules par rapport à de la production maraîchère professionnelle. Juste pour qu'on ait un ordre d'idée pour ceux qui ne sont pas spécialistes, 80 hectares, ça représente, qu'est-ce qu'on peut dire, comme surface par exemple par rapport à pour c'est une
petites fermes d'Île-de-France. Voilà, c'est ça. Hein. Vraiment petites, parce que la moyenne est plutôt de l'ordre de 130 hectares. Voilà, donc retournons au chiffre de production. Voilà, donc on a dit 90 000 tonnes par an. Voilà, ça c'est ce que consomment les Parisiens. Hein, et au maximum, on arriverait à produire de l'ordre de 6 500 tonnes, hein, si vraiment on mettait tout au maximum. Donc vous voyez qu'on est quand même loin. À la fois, on est loin de la consommation totale, et en même temps, c'est pas totalement négligeable. Hein. Même si on disait qu'on peut en produire que la moitié, on serait déjà à 2-3% de ce que consomment les Parisiens. C'est pas négligeable. On nourrit pas Paris avec ça, clairement. Hein. C'est plutôt, je dirais, un intérêt d'ordre local et qualitatif. D'accord. Alors, on va peut-être s'intéresser maintenant à l'avenir. Oui. Et on a parlé tout à l'heure des fermes verticales. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le concept et son efficacité? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, là aussi, il y a une multiplication des formes. On a une collègue allemande, Catherine Specht, qui a créé le terme de Zero Acreage Farming. Il y a une multiplication des formes pour pouvoir produire un maximum dans la ville. Alors, certes, ce sont des systèmes techniques qui peuvent être très productifs et sur lesquels une des questions qui se posent, c'est est-ce qu'elles seront environnementalement acceptables ou pas? Et de fait, là, c'est une vraie controverse. On n'a pas du tout les réponses pour le moment. Alors, quels sont les termes du débat? Il y a quelques années, on pensait qu'effectivement, c'était des gouffres énergétiques, en particulier parce qu'il faut les éclairer, parce qu'il faut les chauffer. C'est comme des serres, quoi. Voilà, c'est comme des serres, quel que soit le système. De fait, ça demande de l'énergie. Mais dans les années toutes récentes, il y a eu quand même de gros progrès de fait, notamment avec le passage au LED, oui, qui a divisé pratiquement par 3 ou 4 la consommation d'énergie pour l'éclairage. C'est impressionnant, oui. Donc, de fait, il y a des progrès qui sont faits. Et sur le plan du chauffage, de la même façon, il y a beaucoup de travail qui est fait actuellement sur les matériaux, sur l'installation, les lieux d'installation, pour permettre plutôt de récupérer de la chaleur urbaine plutôt que d'en consommer d'autres. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est très controversé pour le moment. En fait, on manque encore énormément de références scientifiques et techniques pour savoir comment ça marche sur un plan thermique, sur un plan environnemental. Oui, alors moi j'avais une question. Alors moi déjà je travaille pour un institut technique d'horticulture qui s'intéresse elle aussi à l'agriculture urbaine et à cette évolution de la ville. J'avais plusieurs questions, mais je vais poser celle qui me paraît la plus ouverte, c'est-à-dire les nouveaux métiers que ça génère en fait. Au sens, je dirais, milieu urbain, on est entre l'hybridation, je pense, entre des jardiniers, mais aussi des pédagogues, des sociales. Quels sont pour vous les profils idéaux? Vers quoi ça nous mène, en fait? Alors merci pour cette question, parce que c'est vraiment... Bon, comme je vous le disais, moi je travaille aussi à AgroParisTech, donc clairement on se pose la question de ces nouveaux métiers. Hein. Deux choses. D'une part, on constate aujourd'hui que la plupart des porteurs de projets d'agriculture urbaine, intra-urbaine plutôt, sont tous sauf issus du monde agricole. Et ça peut être des informaticiens, ça peut être des architectes, ça peut être des urbanistes. Au bout d'un moment, lorsqu'ils ont commencé à construire leur projet, ils tombent sur le fait que le technique, c'est quand même important. Et donc, à ce moment-là, ils viennent faire appel à nous. Alors, ils viennent faire appel, en fait, à des compétences, on va dire, d'agronome, d'ingénieur agronome ou horticole de manière globale. Donc ça, c'est la première chose. Hein. C'est-à-dire, ces projets-là, ils ont besoin d'une compétence technique qui, souvent, n'est pas celle qu'ils ont au départ. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Je dirais qu'il y a un deuxième type je pense, de profil qui concerne aussi peut-être soit des techniciens supérieurs, soit des ingénieurs, qui sont finalement le fait que dans les instituts techniques, vous y faisiez allusion, agricoles, on ait besoin de gens qui sont en relation avec la ville. On a besoin de gens qui comprennent ces demandes urbaines. Et c'est pas toujours facile. Hein. Et les maraîchers périurbains, par exemple, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts dans le cadre des AMAP, etc., parfois ils ont quand même du mal à comprendre le point de vue des urbains. Et donc d'avoir des gens qui servent un peu de médiateurs comme ça, donc dans les instituts techniques ou les chambres d'agriculture vis-à-vis de la ville, et je dirais dans l'autre sens aussi. Et là, on commence à se rendre compte que certaines villes, je prends un exemple qui j'espère va pouvoir aboutir, Cergy-Pontoise, ville nouvelle, 2000 hectares de terres agricoles dont ils ne savent que faire. Enfin, sauf une partie qui est très productive, très intéressante en maraîchage, qui est déjà organisée, presque 2000 hectares de céréales. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question qui est posée. Et pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut quand même des gens qui aient des compétences agricoles, qui puissent aller discuter avec les agriculteurs qui aujourd'hui occupent ces espaces,
Voilà, donc ça c'est vraiment un deuxième grand volet, je pense, des sortes de chargés de mission dans les villes. Chargés de mission agriculture. Voilà. En fait, c'est le début de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas encore si c'est vraiment, si c'est vraiment quelque chose d'avenir ou pas. Oui, on peut dire ça ou pas? Oui, tout à fait. C'est vraiment le début d'une histoire. Alors, il faut résoudre des problèmes, et notamment ces problèmes environnementaux, avant de développer de manière importante ces formes-là. Il vous a parlé tout à l'heure de la Fukushima Farm, qui est ici. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est caractéristique, je pense, des mondes urbanisés, c'est que on peut avoir peur de l'extérieur. Les Japonais, malheureusement, pour eux, sont en première ligne, mais ils ne sont pas les seuls. Et du coup, c'est vrai que produire indoors, comme on dit aussi en bon français, c'est quelque chose qui peut rassurer. Voilà. Et puis de toute façon, si en 2030 ou 2040, le prix du transport a considérablement augmenté, on n'aura peut-être plus le choix. Il faudra peut-être produire effectivement très près de nos villes, voire dans nos villes de manière importante.